Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette autre édition de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Sans plus tarder, nous prenons la température avec les principaux titres. Commençons par le journal La Nouvelle Expression qui titre en sa une « Tribalisme, le témoignage de Monseigneur Ndogmo ». C'est dans une correspondance qui date de plus d'une trentaine d'années que ce dernier mettait déjà en garde contre le spectre du tribalisme qui planait sur le Cameroun. Cette correspondance qui vient ainsi remettre au goût du jour un problème criard au sein de la société multiethnique camerounaise. Allons du côté du journal Hebdo-Vision, du journal hebdomadaire Vision économique. Avec le Covid-Gate, le ministre des Finances et le ministre de la Santé publique, toute la lumière sur la gestion chiffrée de 45,9 milliards de francs CFA d'avance de trésorerie. Et le journal L'Enquête, le jeune enquêteur qui renchérit sur l'affaire Covid-Gate avec deux ministres, bagarre en public, et l'honorable Jean-Michel Nitcheux qui arbitre, notamment ce dernier qui a été l'un des premiers à lancer l'alerte sur les problèmes éventuels de gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Et puis, c'est un contentieux foncier à Bonangando, le conseil des notables qui se réunit justement. Le conseil des notables de Bonendjang décide de la destitution du chef Bébé Elamé David Brice. On est bien loin de la pathétique gesticulation médiatique dont la finalité était de faire croire au grand public que le député Ndo Collins avait obtenu l'onction des chefs traditionnels du canton Bonambela pour être le quasi-propriétaire du village Bonengando. Les choses qui tournent à la soupe et à la grimace ces derniers jours. Le chef Bonalembe qui se cache, celui de Bonabé-Kombo qui fait le mort, pendant que le chef de Bonendjang, lui, est en voie de destitution. Et pour terminer en diplomatie, avec l'ambassadeur Guilou et le journal L'Enquêteur qui titre « Qui veut salir l'ambassadeur Christophe Guilou ?» C'est à lire en page 11 également. Et sortons de ces titres avec le messager qui titre sur la commune de Baganté en disant « Éric Niat boudé lors de son installation par la ministre de l'Habitat et du Développement rural ainsi que le chef supérieur de Baganté ». Voilà pour les titres qui sont parvenus à notre rédaction. Et pour débattre, pour apporter plus d'éclaircies sur ces grandes unes, je reçois aujourd'hui Casimir Désiré Tagnin, vous êtes directeur de publication du Jeune Enquêteur. Bonjour Casimir. Bonjour mon cher Dean, bonjour aux doyens, bonjour aux téléspectateurs. Vous aurez dû dans la présentation rappeler que je suis journaliste d'investigation. Et puis vous aurez dû également rappeler que je viens de perdre ma maman. Et c'est toujours difficile d'être sur le plateau et de s'adresser aux téléspectateurs lorsqu'on est en deuil. Mais je crois que j'aurai suffisamment de force pour être avec les téléspectateurs en attendant les obsèques qui auront lieu la semaine prochaine. Justement, beaucoup de force à vous, Casimir Désiré. Encore une fois, toutes Merci, nos condoléances. Et je me tourne maintenant vers Kaminele, le doyen Kaminele, qui nous fait l'honneur d'être aujourd'hui sur le plateau de la revue des Grandes Unes pour partager avec nous son expertise sur les différents titres qui nous sont proposés. Bonjour Camille. Bonjour Cédric Dean, bonjour et surtout bienvenue sur le plateau de la revue des Grandes Unes. Vous savez, c'est un plateau qui existe depuis 10 ans et qui n'a vu passer que les meilleurs. Donc quand on vous retrouve sur ce plateau, ça veut dire que vous avez toutes les qualités. On a jugé que vous avez toutes les qualités pour driver cette émission tant attendue chaque matin. Bonjour Casimir Désiré Tagnin, et une fois de plus, je vous renouvelle moi aussi mes condoléances, puisque j'ai été même la première personne à prendre le décès de votre maman. Donc beaucoup de courage, et vous savez, tout ce que je peux vous dire, que c'est dans l'ordre des choses. Les filles sont là pour enterrer les mères, et non le contraire. C'est une reste pour vous de pouvoir enterrer la vôtre. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais un bonjour spécial au colonel Raymond Boum Bissoué, le commandant de légion de Bamenda, à qui je souhaite beaucoup de courage parce qu'il vit dans un stress permanent tous les jours. Vous savez, être en poste sur un front de guerre avec des attaques par-ci, des gendarmes qu'on égorge par-là, avec des bombes qui éclatent de part et d'autre.
vraiment cet officier supérieur subit le stress que subissent aussi, bien évidemment, tous ces officiers qui sont au front. Du courage, colonel Raymond Boumbissoy. Justement, merci pour cette petite adresse particulière. Bon, on va entrer directement dans le feu de l'action avec le journal La Nouvelle Expression, qui parle de tribalisme et le témoignage de Monseigneur Ndormo, ancien évêque de Konsamba, qui dans une correspondance qui remonterait à plus de 30 ans, montre que des réseaux occultes à cette époque-là étaient déjà en action au Cameroun et ont toujours manipulé les esprits faibles pour diaboliser certains citoyens qui, entre guillemets, étaient insoumis au régime. Je me tourne vers Casimir Désiré Tagneur. Comment est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui ce titre de La Nouvelle Expression par rapport au contexte actuel? Oui, il faut déjà dire qui était Monseigneur Albert Ndormo. Monseigneur Albert Ndormo, que beaucoup ont connu comme évêque de Konsamba, mais surtout Monseigneur Ndormo, c'était un prélat qui dérangeait l'ancien régime, le régime Amadou Ahidjo. Et il faut également rappeler, c'était pratiquement au sortir de la période qu'on a appelée la période de Maki, où on a soupçonné Monseigneur Ndormo de tous les noms d'oiseaux. On a soupçonné qu'il était en train de manigancer des coups d'État et autres. Finalement, vous vous souvenez également qu'on l'avait pratiquement arrêté. On l'avait mis aux arrêts et le pape de l'époque, je crois qui était le pape Paul VI, je crois que le doyen doit me le confirmer, avait expressément déclaré: vous pouvez emprisonner votre Ndormo, mais laissez mon évêque tranquille. Et je crois que ça avait fait son effet. Je rappelle déjà cela avant d'entrer dans son courrier, parce que il y a eu deux grands courriers de l'Église à l'époque de Ndormo. Il y a eu, en dehors de son courrier, il y a eu la lettre du groupe des prêtres qui n'était jamais passé inaperçu. Ce qui est intéressant pour Monseigneur Ndormo, c'est qu'il était un peu, je peux dire, ce qu'a été le cardinal Christian Toumi jusqu'à sa mort. C'est-à-dire un prêtre incompris, un prélat incompris, un prélat soupçonné de prendre le pouvoir. Et Monseigneur Ndormo, lui, avait expressément déclaré qu'il ne prendra jamais le pouvoir. Il avait déclaré qu'il reste évêque, qu'il reste prêtre et qu'il reste dans sa soutane de prêtre. Je fais cette similitude pour que vous compreniez par rapport à votre question, que nous avons connu également cet aspect, ces temps-ci, avec le cardinal Christian Toumi, qu'on a toujours soupçonné d'être celui qui voulait renverser ou bien qui avait des velléités, alors qu'il a toujours déclaré qu'il n'avait jamais aucune intention de prendre le pouvoir jusqu'à sa mort. Donc, c'est deux périodes, deux personnalités qui se ressemblent par leur professionnalisme. Ils sont tous deux évêques, par leurs intentions. Ils étaient des éclaireurs de la conscience nationale, sans jamais prétendre prendre le pouvoir. Donc, voilà un peu là où on peut faire des rapprochements par rapport à Ndormo et le cardinal Christian Toumi. Justement, Camille Nélé, Monseigneur Ndormo, précurseur, deux époques, deux personnes, un même combat. Est-ce qu'on peut reporter cette correspondance au contexte actuel au Cameroun? Reporter le contexte, oui, mais en restant quand même dans la compréhension de l'histoire. Monseigneur Ndormo était un évêque à la très forte personnalité. On n'a pas seulement soupçonné Monseigneur Ndormo. Monseigneur Ndormo était très engagé dans la lutte contre le régime en place. Non, pas contre le régime en place, mais contre l'impérialisme. Bon, il était très très ami avec ceux qui se battaient, notamment Wandi. Et l'histoire nous raconte que c'est lui qui allait sortir Wandi du maquis, qui l'a conduit jusqu'à Mélon. Et Mélon, Wandi, et après ça, lui, il est rentré à Rome. Et Mélon, Wandi a marché à pied jusqu'à Banga où il a été capturé. Donc, Monseigneur Ndormo avait choisi son camp. Monseigneur Ndormo était discrètement braqué contre le régime, mais et je fais partie de ceux qui avaient suivi son arrestation et son procès à l'époque. Il y avait même eu, et beaucoup de gens l'ont oublié, l'interrogatoire de Wandi et de Monseigneur Ndormo à la radio, où Monseigneur Ndormo avait dit que, et ça avait fait sursauter les gens, sourire certains, et d'autres se sont posé des questions, où il avait dit il avait entrepris de faire un coup d'état spirituel avec des anges. Se moquait-il de l'enquêteur qui est en train de l'interroger, ou alors disait-il la vérité? Bon, difficile de le croire. Mais tu sais qu'il avait dit que dans un interrogatoire, avant qu'il ne soit traduit devant un tribunal militaire, qu'il avait l'intention de faire un coup d'état avec des anges.
Donc, Monseigneur Ndogmo, c'est quelqu'un qui avait vu il avait vu le mal de loin. Le mal de loin, mais il n'a pas été le premier à le voir. Parce que M. Oumyobé, avant sa mort, l'avait déjà vu en 1957-58. Il avait stigmatisé dans nos classes scolaires. Ça veut dire qu'il y avait ce contexte-là d'avant l'indépendance et d'après l'indépendance, où ce n'était pas seulement forcément des gens qui étaient insoumis, mais des gens que certains estimaient qui n'étaient pas avec eux. C'est pour ça qu'il y a eu une montée du tribalisme qui a inquiété énormément, aussi bien l'Église que toutes les forces de la nation. Mais heureusement, les Camerounais ont toujours été assez forts pour tuer ce tribalisme dans l'œuf. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, ce tribalisme n'a été ressuscité qu'avec la politique. Donc, comme la première fois dans les années 58-60, à cause de la politique, les Camerounais étaient divisés. Les Camerounais se regardaient en chiens de faïen. Aujourd'hui encore, on est sur le point d'avoir le même schéma. Bon, on est en train d'avoir le même schéma, mais à la différence que ce tribalisme est beaucoup plus amplifié dans les réseaux sociaux. Donc, la nouvelle expression fait certainement bien de ressortir cette lettre de Monseigneur Ndogmo et de la dépoussiérer, mais il faut reconnaître qu'elle relève d'un contexte bien précis et qui n'est pas très éloigné de celui-ci, mais un contexte quand même qu'il faut restituer dans son véritable contexte. Mais Camille, il faut rappeler que le Cameroun est et demeure un pays pluriethnique, multi-ethnique, oui. Et que personne ne peut prétendre gouverner le Cameroun sans telle ou telle tribu. Absolument. Nous avons au moins 200 tribus. Absolument. Personne ne peut dire qu'il peut gouverner le Cameroun sans les Bamlékés, sans les Douala, sans les Petits et autres. Donc, Monseigneur Ndogmo rappelait seulement cela, et puis je crois que cela a été redit par plusieurs personnalités, y compris le président Houphouët-Boigny quand il était en visite au Cameroun, lorsque les gens stigmatisaient les Bamlékés, où le président ivoirien de l'époque avait dit « Donnez-moi les Bamlékés et j'en ferai de la Côte d'Ivoire. » Mais il n'y a pas que les Bamlékés. C'est pour cela que je suis d'accord. Même les Bassas ont été stigmatisés. Tout à fait. Vous savez, moi je pense qu'il y a eu cette montée d'un tribalisme primaire, mais heureusement qui a réussi à être tué dans l'embryon. Dans l'œuf. Justement, ce titre-ci, ce n'est pas une correspondance qui fait problème, mais un rapport avec le jeune enquêteur qui titre sur le Covid-Gate, 2 ministres bagarrent en public et l'honorable Jean-Michel Nithieu qui joue les arbitres dans l'affaire Covid-Gate. Ces derniers, le ministre de la Santé Manaouda Malachi et le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, sont entendus depuis quelques temps, notamment sur la gestion des 45,6 milliards de francs CFA qui avaient été octroyés. Et aujourd'hui, chacun renvoie un peu la balle à l'autre. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça aujourd'hui, ce jeu de méli-mélo entre ces 2 ministres, entre guillemets? Oui, Cédric, il faut dire que cela met en déroute la cohésion gouvernementale qui prend un sérieux coup. Puisque c'est à travers la sortie du ministre de la Santé publique, parce que depuis qu'il recevait des coups dans ce qu'on a convenu d'appeler Covid-Gate, il n'avait pas encore fait des répliques officielles. C'est à travers sa sortie que l'on a compris qu'il y avait véritablement une bagarre de rue, une bagarre de chiffonniers entre lui, le ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi, et le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Tout est parti de la correspondance du ministre des Finances, où il accuse ou bien où il demande à son collègue du ministère de la Santé de justifier 46 milliards de francs CFA. Mais loin d'envoyer la correspondance à son collègue du gouvernement, le ministre de la Santé a découvert, comme tout autre individu, dans les réseaux sociaux cette correspondance, et il a pris soin de répondre, de répliquer que le ministre des Finances se serait trompé ou alors devrait faire des rectificatifs et des corrections. D'abord sur le montant. Au lieu de 145 milliards, comme le ministre des Finances a prétendu, Manaouda Malachi lui rappelle qu'il s'agit de 135 milliards. Où est donc passé le gap de 10 milliards de francs CFA environ? On ne le sait pas. Ensuite, et c'est là où l'honorable Jean-Michel Nithieu intervient en arbitre pour dire qu'il y a tromperie sur la marchandise. Il y a tromperie sur la marchandise, ou alors tentative de tromperie sur la marchandise, pour reprendre exactement ces mots, parce que Jean-Michel Nithieu explique que tout le monde parle de 180 milliards de francs CFA. Or, le Fonds monétaire international aurait, je dis bien aurait, selon Jean-Michel Nithieu, envoyé 222 milliards de francs CFA, qu'on ne trouve ni les traces nulle part.
Alors, est-ce qu'il y a un gap entre 180 milliards et 222 milliards ou alors 222 milliards plus 180 milliards? C'est ça le grand problème. Donc, il y a un problème d'éclaircissement. Je crois que dans tous les cas, ces derniers temps, le ministre des Finances et le ministre de la Santé sont devant les fins limiers du tribunal criminel spécial et la vérité sortira dans tous les cas. Dans tous les cas, on va savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui est en train de se passer, où est-ce qu'on en est arrivé, où est-ce qu'on en arrivera avec cette histoire qu'on a baptisée le Covid-Gate au Cameroun. Justement, un gab dans les 45,9 milliards qui auraient été octroyés par la trésorerie au ministère de la Santé publique. Aujourd'hui, chacun tire la couverture de son côté. Ça ressemble un peu à un désaveu, une totale incohérence entre les différents ministres. Comment est-ce que c'est possible que ceux qui sont censés fonctionner de façon homologuée, de façon homogène, se retrouvent aujourd'hui en train de se tirer des balles dans le pied, Camille Nélé? Moi, je pense que Casimir a trouvé le bon titre. Deux ministres bagarrent en public. Parce que ce qui se passe, c'est on voit deux ministres qui se crêpent le chignon, comme deux femmes, et qui se mettent à bagarrer et à discuter sur un gap. Mais il faut dire, et Casimir Désiré Latagne l'a dit, que la personne qu'il présente comme arbitre, mais qui est en réalité celui qui a ouvert la boîte il a ouvert la boîte de Pandore. Parce qu'on parlait de ce scandale, mais celui qui a ouvert la boîte de Pandore et qui s'est accroché au basque et du ministre des Finances et du secrétaire général de la présidence de la République et du ministre Manaouda Malachi et même du ministre de la Recherche scientifique. C'est effectivement l'honorable Jean-Michel Nithieu qui s'est accroché et qui n'en a pas démordu et qui n'en démord toujours pas jusqu'aujourd'hui. Mais l'affaire est déjà au niveau des enquêtes. Et vous savez très bien que le président de la République avait déjà demandé une enquête et demandé que cette enquête puisse aboutir à des poursuites judiciaires. Donc, on en est là aujourd'hui. Le jeune enquêteur en a parlé. Il y a aussi Vision économique. Il y a beaucoup d'autres journaux qui en parlent et qui donnent même des détails encore plus croustillants sur ce que... Parce que Vision économique en fait aussi un dossier de 2 pages sur ce problème qui, il faut le dire, tient à cœur les Camerounais. Et Camille, il y a quelque chose qui me paraît très intéressant dans ce dossier de Covid-Gate. Vous vous souvenez du dossier, du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême, où pratiquement, en dehors du ministre Manaouda Malachi, il y avait le ministre Madeleine Tchente de la Recherche scientifique qui était pilonné, qui était vilipendé. Notamment sur et puis subitement, son nom a pratiquement disparu dans tous les dossiers. Parce que j'ai l'impression qu'avec le rapport d'exécution publié par le ministère des Finances, on ne la retrouve plus parce que justement, des choses ont évolué où on a démontré qu'elle n'y était pratiquement pour rien. Parce que même l'argent qui a été prétendu avoir été décaissé par Madeleine Tchente, elle dit n'avoir jamais perçu un rond et que c'était plutôt l'Institut de recherche médicale qui avait pris cet argent et qui s'était donné le pouvoir d'acheter la chloroquine et de venir faire estampiller au Cameroun comme si cela avait été fabriqué. Donc, dans tous les cas, il y a évolution. Au jour le jour, il y a des choses qui évoluent dans ce dossier Covid-Gate et je crois que toute la lumière finira par être faite autour de ce dossier. Justement, le dossier évolue au jour le jour et nous évoluons vers l'oreillette droite du journal Le Jeune Enquêteur en parlant diplomatie. Diplomatie en page 11 qui titre « Qui veut salir l'ambassadeur Christophe Guilou ?» C'est un sujet qui revient assez fréquemment depuis quelques temps dans les différents tabloïds. L'ambassadeur Guilou qui, entre guillemets, serait victime d'une véritable cabale. Camille Nélé, comment on peut comprendre le fait que des gens, entre guillemets, des individus, entre guillemets, tentent de salir le représentant d'un autre pays comme ceci? À la lecture de l'article du jeune enquêteur, on voit que c'est dans la suite de la réaction de plusieurs journaux, que ce soit L'Œil du Sahel, que ce soit L'Équation, l'Élite. Il y a beaucoup de journaux qui ont relevé cette affaire, qui ont été scandalisés, effectivement,
par cette sorte de mutilation de l'image de l'ambassadeur de France à travers les réseaux sociaux et par le biais d'accusations absolument farfelues. On l'accuse d'être le sponsor de Boko Haram, on l'accuse de faire que le Cameroun puisse bénéficier de l'ordre de l'FDD, on l'accuse d'offrir des armes au Cameroun, on l'accuse de tout, on l'accuse de pactiser et d'être un faiseur de roi, un défaiseur de roi. Donc ce qui fait que beaucoup de journalistes qui savent très bien, qui connaissent très bien M. Guilou et qui connaissent le tact avec lequel il accomplit ses missions au Cameroun, se sont rebiffés. Et c'est pour cela que l'on voit ces journaux qui remontent les bretelles. Unanimement. Et parce que surtout cette cabale, non seulement elle est dirigée, elle est instrumentalisée par un activiste que l'on connaît, mais avec en toile de fond, en réalité, la main d'un Français, lui-même, ancien diplomate à la retraite, qui est en train de tout faire pour mutiler l'image de Christian Guilou. Donc, moi, je pense que le jeune enquêteur a réagi exactement comme les autres, en estimant qu'il fallait restituer la vérité et surtout faire comprendre aux Camerounais que l'image que l'on dépeint de ce diplomate de haut vol n'est pas ce que l'on croit. Justement, aujourd'hui, on se retrouve en train de charcuter, entre guillemets, l'image de l'ambassadeur. Comment qu'on peut expliquer que, entre guillemets, un autre compatriote commandite de telles actions contre l'un des siens en poste dans la représentation diplomatique au Cameroun? Ce que l'on ne dit pas, c'est que la personne qui a vilipendé l'ambassadeur Christophe Guilou n'est autre que son compatriote français, un diplomate à la retraite qui peut-être pensait que c'est lui qui devait remplacer Christophe Guilou à l'ambassade du Cameroun. Il ignore que l'ambassade de France au l'ambassade de France au Cameroun. Il ignore que la nomination d'un ambassadeur, c'est un acte discrétionnaire du pouvoir du chef de l'État français uniquement, et que c'est lui seul qui sait quand et pourquoi il accrédite un ambassadeur au Cameroun. Donc personne ne peut nommer à la place de Emmanuel Macron l'ambassadeur de France au Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Christophe Guilou est un ambassadeur iconoclaste, qui a rendu d'énormes services au Cameroun, si les gens ne le savent pas. Christophe Guilou est pratiquement le seul ambassadeur français qui s'est pratiquement camerounisé, en quelque sorte. Je crois que les gens l'ont vu lorsqu'il s'agissait de la course cycliste. Tout récemment, oui. Le Tour du Cameroun. On l'a vu pratiquement ici même à Douala, où il est venu assister au tour de la ville de Douala, où on appelait ça le Critérium. C'est parce qu'il aime aussi le cyclisme, mais souvenez-vous que lorsque l'on disait que le chef de l'État camerounais était mort, je crois que tout le monde le sait. Oui, c'est Christophe Guilou qui a démontré que c'était faux et que le président de la République était bel et bien en place au travail au palais d'Etoudi. Il s'est fait recevoir en audience par Paul Biya au moins 2 fois, et je crois que c'est depuis lors que les gens ne parlent plus pratiquement de la mort de Paul Biya. Donc aujourd'hui, venir le vilipender dans les réseaux sociaux à travers un activiste, et puis je veux rappeler que ça, c'est de la publication, la propagation des fausses nouvelles, qui est punie d'un emprisonnement jusqu'à 5 ans de prison, contrairement à l'injure et à la diffamation, où la peine est souvent de 6 mois à 1 an. Donc ça, c'est des propagations de fausses nouvelles, délits punis et réprimandés par le code pénal camerounais. Et je crois qu'il faudrait que aussi l'ambassadeur, c'est pas peut-être impossible, parce que moi je connais la ténacité des Français. Dans tous les cas, Christophe Guilou, il est encore en poste. Peut-être on a profité, comme il est en congé, pour essayer de vouloir le vilipender, parce que dans nos investigations, comme vous le savez, il nous a été déclaré que l'ambassadeur de France au Cameroun serait en congé. Et c'est peut-être pendant cette période que l'activiste, en complicité avec l'ancien diplomate français, se mettent à le vilipender à travers les réseaux sociaux et tout ce que l'on sait. Et je crois que c'est une très mauvaise passe, parce qu'on ne tire pas en dessous de la ceinture, on ne tire pas sur un individu qui est en congé. Justement, Camille Nélé, comment comprendre cela aujourd'hui? Est-ce que le Cameroun recèlerait
certaines potentialités qui feraient miroiter à d'autres, je veux parler d'anciens diplomates français, la possibilité d'entrer ici. Est-ce que le Cameroun serait comme une femme qui aurait plusieurs prétendants dans ce genre de cas? Vous savez, Cédric, que le Cameroun est un hub dans la sous-région. Le Cameroun est une grande figure et le Cameroun est un grand poste. Nommé ambassadeur du Cameroun, ambassadeur de France au Cameroun, ou ambassadeur de n'importe quel pays au Cameroun, on dira tout ce qu'on voudra, mais c'est quelque chose d'assez prestigieux. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui recherchent, il y en a beaucoup qui jouent avec les réseaux pour pouvoir obtenir ce poste qui est hautement envié. Donc ce n'est pas étonnant, ça n'a pas étonné tous ces journalistes qui se sont révoltés, qui ont marqué leur désapprobation et leur inconfort face à ces attaques qu'ils ont qualifiées immédiatement et sans embâche de gratuite et de farfelu. Donc en fait, c'est des attaques injustes qui ont fait que ceux qui veulent être nommé ambassadeur, on sait très bien que cela relève de pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ce n'est forcément pas grâce à l'action des lobbies. Donc tout est mêlé là-dedans, mais il faut dire que le poste d'ambassadeur de France au Cameroun, c'est un poste hautement convoité. Justement, lui, il n'est pas attaqué de façon ouverte, mais il a vu son installation boycottée. Allons avec la une du Messager, avec Éric Niat, dont l'installation à mairie de Baganté a été tout simplement boycottée par la ministre de l'Habitat et du Développement Rural et le chef supérieur des Baganté, le chef supérieur Baganté. Un nouvel épisode dans cette guerre, entre guillemets, cette guerre fratricide aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire par là que la hache de guerre est loin, mais alors très loin d'être enterrée aujourd'hui, Camille Désiré? Et tout le monde vous donnera raison, hein, Cédric. La hache de guerre à la mairie de Baganté est loin d'être enterrée. Je crois même qu'elle est plutôt déterrée, cette hache de guerre. C'est la continuité de la guerre de l'avant-élection du maire Éric Niat. Vous vous souvenez, lorsque Éric Niat avait postulé au poste de maire et avait obtenu le suffrage de la quasi-majorité des conseillers municipaux, le jour de l'élection officielle, un autre candidat était sorti de nulle part et avait postulé, et ce candidat était soutenu, il faut le rappeler, par le ministre Ketcha Cortés et par le chef supérieur de Baganté. Aujourd'hui, si ces deux personnalités ont boudé l'installation de Éric Niat, cela veut dire tout simplement qu'ils restent rangés sur leur position, ils restent campés sur leur position, et la hache de guerre ne peut être que déterrée. Et nous espérons que le fils du président du Sénat, parce que les gens lui ont donné des délits de patronyme qui n'en avaient pas droit, c'est pas parce qu'on s'appelle Niat qu'on ne peut pas être un maire compétent parce que son père avait été maire, parce que son père est président du Sénat. Il faut définitivement rayer ce délit de patronyme au Cameroun. Éric Niat est un jeune qui a montré ses talents, qui était déjà adjoint au maire dans l'ancien exécutif et qui a suffisamment œuvré pour la commune de Baganté alors même qu'il n'était même pas maire. Tous les jeunes de Baganté sont derrière lui. Mais il devrait savoir qu'il ne doit pas compter beaucoup avec certaines élites. Il doit savoir qu'il doit compter d'abord sur lui-même. Et quand bien même certaines élites devraient venir à lui, il devrait se rappeler qu'on est en politique. Vous savez qu'en politique, on n'est pas à l'abri. Non, en politique, on embrasse son ennemi pour mieux l'étouffer. Donc justement, Camille Nélé, la hache de guerre est déterrée, n'a jamais réellement été enterrée, comme Casimir Désiré l'a mentionné. Est-ce qu'on devrait s'attendre prochainement à, je ne sais pas, une nouvelle action forte de la ministre de l'Habitat ou bien alors du clan d'en face en vue de s'aborder le mandat d'Éric Niat? Je dois d'abord dire que le titre du Messager est un titre qui fait dans la tromperie sur la marchandise. Quand on dit Éric Niat boudé par qui? C'est boudé par deux personnalités. Mais il faut voir le monde qui était là. Alors boudé, c'est comme s'il n'y avait personne.
comme si le public n'était pas arrivé, comme si les autres élites et autres personnalités de cette commune n'étaient pas là. Non, il y avait beaucoup de monde, il y avait du bon monde, il y avait même du grand monde. Mais sauf que les absences les plus remarquées, effectivement, ont été celles de Madame Ketia Cortez, qui elle-même avait été maire, et l'absence du chef Banganté, qui lui, que l'on présente comme celui qui mange dans sa main. Donc, on a vu pendant le processus de l'élection comment Mme Ketia Cortez et le chef supérieur de Banganté ont joué dans l'ombre, en back-office, pour empêcher l'élection de Eric Niat. Et on sait très bien que c'est sur haute intervention, même du comité central, que Ketia Cortez a été obligé de reculer et d'abdiquer. Mais seulement, ce qui est un peu absurde là-dedans, c'est que Mme Ketia Cortez, au moment où elle sort de Douala, où elle travaillait ici avec Ketchanga Célestin, personne ne la connaissait à Banganté comme une grande élite. Elle est arrivée, chapeautée, c'est M. Niat qui l'a mise en scène et qui a réussi à en faire un maire. Et c'est à partir de la mairie qu'elle est devenue ministre, bien évidemment. Mais seulement, il semble qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a des gens qui se disent que Eric Niat, en montant à la mairie, va commencer à farfouiller certainement dans la gestion de Mme Ketia Cortez et que ce pourrait ne pas être très, très agréable. Bref, Mme Ketia Cortez n'a jamais milité pour l'élection de M. Niat et elle le démontre aujourd'hui parce que vous vous souvenez qu'au moment où le comité central a réussi à la faire reculer, elle avait dit que non, c'est fini, il n'y a plus de problème entre nous. Ça veut dire qu'il y en avait un et que maintenant c'est fini, c'est terminé. Mais on voit aujourd'hui que ce n'est pas terminé. Encore qu'elle pourra toujours se justifier en disant qu'elle a du travail. Elle ne peut pas quitter Yaoundé après avoir fait un long périple parce que vous vous souvenez que la semaine dernière, la Libye, la semaine dernière, elle a fait le tour du Cameroun, elle a même été ici à Douala pour remettre des clés à des propriétaires de logements sociaux. Et pour présider un meeting du côté de Dvoureto. Oui. Bon, c'est pour ça qu'elle peut très bien dire, et moi je dis à raison, qu'elle ne pouvait pas. C'est tout comme le chef Banganté. Bon, le chef Banganté peut aussi dire qu'il était malade. Donc, ils peuvent toujours se justifier. Mais moi, je pense que le fait pour le messager de faire un gros titre que M. Niat a été boudé, moi je pense que c'est un peu excessif. Donc, exagéré. Casimir Désiré aussi de faire un pareil titre sur, entre guillemets, ce que Camille Nélé pourrait qualifier d'un non-événement. Ce n'est pas tellement un non-événement. On pouvait attendre toutes les absences à Banganté, sauf les deux là. Donc les deux là, elle seule, le chef supérieur de Banganté et Mme Ketia Cortez. Ça montre qu'il y a un malaise profond. Montre qu'il y a un malaise profond de ce côté-là et que ça doit servir de leçon à l'heureux élu qui est Eric Niat, qui doit savoir désormais sur quel pied danser. Justement, c'est avec ce titre du journal Le Messager que nous mettons un terme à cette revue des grandes unes. Camille Nélé, doyen, merci d'être venu sur ce plateau. Merci Cédric. Casimir Désiré Tanière, encore une fois, merci d'avoir honoré de votre présence le plateau de la revue des grandes unes. Merci Cédric, et je sais que beaucoup de gens étaient en train de se demander quel est le programme des obsèques de la regrettée maman. Ils retrouveront ce programme intégralement dans le Jeune Enquêteur qui est en kiosque. Justement, vous retrouverez ce programme intégralement dans le Jeune Enquêteur en kiosque. Et nous mettons la clé sous le paillasson pour cette édition du mardi 3 août 2020 pour la revue des grandes unes, en espérant vous retrouver demain à la même heure. Surtout, restez en compagnie des programmes d'Equinox Télévision qui se poursuivent. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.